Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouveau grand entretien Radouane Kourac. Bonjour. Bonjour Charles. Tu es journaliste et entrepreneur. Et avant de démarrer cet entretien, eh bien, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que le dernier magazine d'Omerta Anti-Woke est en kiosque, en vente dans plus de 5000 kiosques dans toute la France, et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Cher Radouane, ma première question, elle est liée à notre magazine, superbe magazine. Je souhaiterais te faire réagir à cette couverture et au titre Anti-Woke. Qu'est-ce que t'inspire ce titre? Et est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition du wokisme? Alors c'est un très beau magazine, je l'ai acheté ce magazine. C'est trois femmes de grande qualité, Béatrice Rosen, je la connais, on a fait la même émission pendant un temps, Touche pas mon poste. C'est une femme de grande qualité, une femme que je respecte, c'est une artiste, c'est une très grande comédienne, une femme qui a des combats, une femme qui n'a pas peur de s'engager. Christine Kelly, c'est une amie également, j'ai beaucoup de respect pour elle. Le parcours de la femme, des valeurs communes, une femme qui s'engage. Et Sonia Mabrouk, j'ai un immense respect pour elle. Et il y a des traits communs dans notre parcours. Ces trois femmes qui n'ont pas peur de s'engager. Le wokisme, si je devais le définir, pour moi, le wokisme, c'est l'art de se victimiser en permanence tout en culpabilisant ceux qui ne pensent pas comme vous. D'accord. Et dans les thématiques sur lesquelles tu travailles, puisque j'ai dit que tu es journaliste, ça fait partie des thèmes que tu vois monter et qui ont pris une place importante dans le débat public? De plus en plus. On vit dans une société de la cancel culture, une société où on veut tout censurer, une société de la bien-pensance. Quand je parle de culpabiliser ceux qui ne pensent pas comme vous, on vit quand même dans une société où le pluralisme est un pilier central de notre démocratie, est un pilier de la liberté même d'expression. Et j'ai le sentiment qu'en France, de plus en plus, on est obligé de s'auto-censurer. On ne peut plus rien dire. Le wokisme, c'est des gens qui ont honte de l'histoire, qui voudraient effacer des brides de l'histoire. C'est des gens qui sont pour la déconstruction totale, qui sont pour la fin des rapports hommes-femmes, des gens pour qui tous les hommes sont des criminels, des violeurs, des gens pour qui il ne doit plus y avoir demain de limite. Vous pouvez changer de sexe, si vous en avez envie, vous pouvez devenir une plante. C'est la décadence, le wokisme. Alors justement, les woke, depuis quelques jours, se félicitent du décès de Jean-Marie Le Pen. On a vu des manifestations improvisées mardi soir à l'annonce de son décès. Toi, tu as été l'un des rares journalistes à aller sur le terrain pour recueillir l'avis de cette partie de l'électorat français, qu'il faut bien le dire, est essentiellement situé dans la mouvance woke et à l'extrême gauche. Qu'est-ce que tu peux dire de ce décès de Jean-Marie Le Pen? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et comment est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu as couvert ces manifestations? Comment ça s'est passé finalement? Alors ça, peut-être, je sais pas si ça va vous surprendre ou non, mais moi j'ai du respect pour Jean-Marie Le Pen, pour l'homme politique qu'il a été. Moi je pense que c'était le dernier de ces 5 grands hommes politiques qui ont marqué la fin du XXe siècle, à savoir Jacques Chirac, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. On peut également y ajouter Georges Marchais. Et il y avait Jean-Marie Le Pen. Évidemment, il ne faut pas minimiser les outrances de Jean-Marie Le Pen. C'est un homme qui a dérapé, qui a dépassé les limites à plusieurs reprises, sur les chambres à gaz, sur le détail de l'histoire. Il ne faut pas le minimiser, mais il n'enlève tant rien que Jean-Marie Le Pen, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui, avant beaucoup de personnes, a mis dans le débat public des sujets qui sont aujourd'hui centraux. L'immigration, l'insécurité, la préférence nationale. Aujourd'hui, en 2025, puisqu'on est en 2025, bonne année aux lecteurs et aux spectateurs d'Omerta. En 2025, c'est des sujets qui sont sur la table, c'est les sujets qui font l'élection. Et Jean-Marie Le Pen, à bien des égards, aurait été visionnaire. Et pendant des années, on l'a caricaturé. Je suis un souverainiste. Je pense que les outrances de Jean-Marie Le Pen ont fait beaucoup de mal au camp souverainiste et nous ont peut-être fait perdre 20 ou 30 ans, ce qui est fort dommageable. Pour revenir à ces manifestations,
Je sais pas si tu te rends compte, Charles, on a quand même des gens qui, en 2025, organisent une fête pour célébrer la mort d'un individu. Moi, je considère que même l'ennemi, parce que ça peut être l'ennemi idéologique de certaines personnes, même l'ennemi a droit au respect dans la mort. Je me souviens, lorsque Jacques Chirac est mort, c'était pas un ami de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait fait un post sur X, Twitter à l'époque, et ce post était très très clair. Même l'ennemi dans la mort a droit au respect. Et ça résume parfaitement ça. Ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés lors de ces manifestations, c'était c'était un malheureux bordel, un bordel désorganisé. Punk à chien, jeunesse bourgeoise de l'Ouest parisien, des gens qui étaient venus des quatre coins de la banlieue parisienne, et des gens qui se réjouissaient de la mort d'un homme, des gens qui évoquaient l'Algérie, qui parlaient de vengeance, des gens qui voyaient dans la mort de Jean-Marie Le Pen une victoire pour la gauche. Faudra me l'expliquer, celle-ci, mais plusieurs me l'ont dit. Et c'était des drapeaux de la NUPES, des drapeaux de la France Insoumise, des drapeaux du NFP. C'était, vous savez, ces gauchistes qui ne respectent rien ni personne. Être de gauche, c'est quelque chose, je pense, d'honorable. Moi, je considère que c'est pas honteux d'être de gauche. Mais malheureusement, les électeurs de gauche sont orphelins dans ce pays. On leur laisse quoi? Jean-Luc Mélenchon? L'extrême gauche? Ces gens n'ont plus de représentants. Elle est loin, la gauche de Georges Marchais, la gauche de François Mitterrand, quoi qu'on en pense. Je pense que Mitterrand, c'est le début des emmerdes, 1981. Mais c'était des gens qui avaient tout de même une certaine qualité, des gens qui portaient quelque chose. Aujourd'hui, on leur laisse quoi? Les LGBT et l'islamisme aux électeurs de gauche, on ne leur laisse plus rien. Oui, tu parlais de Georges Marchais il y a un instant comme une des grandes figures politiques de la fin de la Ve Oui. République, c'est vrai. Enfin, plutôt le début de la Ve République, du coup, le milieu et début. Exactement. Il fait partie de ce personnage politique qui avait une certaine épaisseur. Oui. Et d'ailleurs, lui, comme ses concurrents, comme Jean-Marie Le Pen, comme Jacques Chirac, etc., était politiquement en opposition, en confrontation, mais humainement, il y avait quand même une espèce de code de bonne conduite dans les débats, etc. Il y avait les attaques qui n'étaient pas ad hominem. Jamais personne n'aurait dansé sur un cercueil comme ce qu'on a vu mardi soir à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen. Et toi, tu as pu observer quand même ce glissement comportementale de la gauche radicale, de l'extrême gauche, vers, tu disais il y a un instant, les punks à chiens, mais on a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite, c'est-à-dire que tous les comportements sont autorisés, il y a même plus finalement de savoir-vivre, et je dis ça parce que une des séquences qui a contribué à te faire connaître, c'est ton interview avec Louis Boyard sur Beurre FM. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'extrême gauche est devenue totalement folle et se permet absolument tout? C'est intéressant, la gauche, dans l'histoire, parce que la gauche, c'était la sécurité, initialement, c'est une idée de gauche. La laïcité aussi. La gauche a pensé à tout, la gauche a tout créé, et la gauche a tout détruit. La gauche a détruit son propre corpus idéologique au fil des années. Et la gauche a réussi un exploit, et je répondrai ensuite sur Louis Boyard, c'est d'unir des gens qui se détestent profondément. Les woke, c'est-à-dire des LGBT, des gens à cheveux verts, des non-binaires, et des islamistes, d'où le terme islamo-gauchiste. Sauf qu'à la fin, il ne peut en rester qu'un seul. Le jour, et je ne l'espère pas, car ce serait un drame pour la France, que la France insoumise arrive au pouvoir. Si un jour, par malheur, la France insoumise, cette alliance de l'impossible entre les woke et les islamistes venait à arriver au pouvoir, la fin, il n'y en resterait qu'un. Et je peux te garantir que les woke risqueront de perdre face aux islamistes. Ce sera... Et ils regretteront aujourd'hui, ils regretteront leurs engagements passés et leurs engagements d'aujourd'hui. Sur Louis Boyard, c'était une séquence qui, étonnamment, avait fait beaucoup de bruit, qui avait très très bien marché. C'était de la folie, cette séquence. Tu peux rappeler un petit peu comment s'est déroulée l'interview? L'interview était très tendue. On recevait Louis Boyard et je l'interroge en septembre 2021. Il était chroniqueur sur le plateau de Touche pas mon poste. TPMP, émission que je connais bien car je suis moi-même chroniqueur dans cette émission, mais pas du temps de Louis Boyard. Et Louis Boyard avait déclaré qu'il avait déjà vendu de la drogue, qu'il avait déjà été dealer. Et personne, c'était en 2023 l'interview sur BRFM, personne n'était revenu avec Louis Boyard sur cette déclaration. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si Louis Boyard avait réellement vendu de la drogue, si Louis Boyard avait menti ou s'il y avait d'autres raisons. Je voulais comprendre pourquoi. Et sans le vouloir,
vraiment sans le vouloir totalement, inconsciemment, je demande à Louis Boyard s'il a vraiment vendu de la drogue. Et je le place dans un piège rhétorique. Car à ce moment-là, il lui reste 3 possibilités. Me dire oui, j'ai vraiment vendu de la drogue. Ce qui est problématique. Un homme qui est devenu député, qui est un ancien dealer. D'ailleurs, Delogu, qui est son collègue, propose depuis quelques jours, en cas de légalisation du cannabis, de donner des magasins de cannabis aux dealers repentis et aux dealers qui ont été en prison. C'est très sympa, il pense à la réinsertion de son camarade Boyard. Mais ce qui était frappant, il avait 3 options. Dire qu'il avait vendu de la drogue, ce qui est problématique de la part d'un député, dire qu'il avait menti. Pour comprendre pourquoi il avait menti, s'il avait réellement menti. Peut-être pour flatter un électorat. Peut-être pour capitaliser des voix dans son électorat banlieusard, car il est élu du Val-de-Marne. Je dis banlieusard sans jugement de valeur. Il est élu dans le Val-de-Marne et aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire dans ces quartiers-là d'être un gangster, d'être un dealer, que d'être un honnête citoyen. Ou il avait une autre possibilité, c'était de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi et de m'attaquer. C'est ce qu'il a fait. Et il me demande ce qui me choque le plus, qu'il y ait des journalistes qui donnent des leçons, je reprends ces mots sur les plateaux de TV, ou qu'il y ait des gens qui vendent de la drogue car il y a un taux de chômage à 30%. Les bras m'en sont tombés. J'ai grandi dans un quartier populaire. Je viens de cette France, je viens à la fois de cette France populaire et rurale. J'ai grandi dans le territoire de Belfort, territoire rural, mais dans un quartier populaire, le quartier des résidences à Belfort. Il y avait un fort taux de chômage. J'ai grandi avec des gens qui sont devenus dealers. J'ai été à l'école avec ces gens-là. Et je trouve que c'est une offense pour tous les jeunes des quartiers populaires, tous les jeunes de France qui veulent s'en sortir, ces jeunes issus de l'immigration, qui finalement sont bloqués dans un piège identitaire, que de leur dire il y a 30% de chômage, allez vendre de la drogue. J'ai trouvé ces propos particulièrement honteux. Comment tu expliques que le front de gauche, tu parlais de Louis Boyard il y a un instant, on en parlait, trouve un écho aussi important en banlieue? Plusieurs raisons. Le clientélisme, ça fonctionne toujours. La France insoumise ne parle plus que de racisme, ne parle plus que d'islam, ne parle plus que de droits nouveaux. Ces gens ne vivent pas sur la même planète que nous, en réalité. Ces gens ne vivent pas du tout sur la même planète que nous. Moi, je considère, ça va peut-être choquer, que la France est le pays le moins raciste du monde. Ce pays dans lequel j'ai grandi, ce pays qui m'a tout donné, ce pays qui permet à un garçon qui s'appelle Radouane, d'une zone très rurale, de pouvoir s'élever socialement. Et il y en a des milliers. Christine Kelly, qui n'est pas toute blanche non plus. Sonia Mabrouk, également. Vous les avez mis en couverture de votre magazine. C'est la preuve que ce pays n'est pas du tout raciste. Et laisser sous-entendre à ces jeunes que la France serait un pays raciste, un pays dans lequel il y aurait des discriminations systémiques, une violence policière systémique, c'est faire une offense à la France et c'est cracher sur la France. Et si le vote est aussi élevé, c'est parce qu'on ne parle plus que de ça à ces gens. Et moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, cet électorat arabo-musulman, car c'est la réalité dans les quartiers populaires, c'est un électorat arabo-musulman, est beaucoup plus proche de valeurs et d'idées conservatrices et d'idées de droite que d'idées dites progressistes et d'idées de gauche et d'extrême gauche. Et j'en prends pour preuve en Tunisie, le président réélu récemment avec un score stalinien, a parlé de grands remplacements pour qualifier la population noire dans son pays. Il est adulé dans son pays. C'est une rockstar. Il fait des scores stratosphériques. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie qui est un pays avec qui on a des relations qui sont totalement détériorées, car l'Algérie ne respecte plus du tout la France et passe son temps à manquer de respect à la France, à même constituer une rente mémorielle. C'est un pays qui a malheureusement sombré dans le complotisme. Et c'est fort dommage, car c'est un pays qui présente de nombreux atouts. L'Algérie, avec un président ouvertement nationaliste, avec des valeurs très conservatrices, réélu à la présidentielle avec 84% des voix. Je pense à la Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est tout de même un pays musulman. Erdogan, qui est un président ouvertement nationaliste et ultra-conservateur, fait des scores, non pas stratosphériques en Turquie, car il est réélu de peu la dernière fois, mais au consulat de Strasbourg, la diaspora turque, les franco-turcs, ou les Turcs en situation régulière ou même irrégulière qui vivent en France, qui peuvent voter au consulat de Strasbourg, adoubent ce président. Les musulmans, fondamentalement, sont des gens conservateurs, des gens qui ont des valeurs de droite, des gens qui sont attachés à leur culture, à leurs racines, qui sont attachés à l'ordre. Eh bien, en France, c'est paradoxal, mais votent pour l'extrême gauche. C'est quand même étonnant, ça nous pousse quand même à nous interroger. J'ai du mal à comprendre. Justement, ce que tu disais il y a un instant sur cette alliance de radicaliser avec, aux côtés de Sandrine Rousseau et de personnalités ouvertement woke, déconstruites, etc., c'est une alliance de dupes. Mais quand on regarde, si on est raisonnable, qu'on prend, je dirais, l'électorat arabo-musulman
je dirais, raisonnable, qui mène une vie normale, etc., il est en opposition frontale avec les valeurs progressistes, les valeurs woke. Totalement. Et naturellement, il serait quand même plus enclin à voter plutôt à droite sur cette question des valeurs. Mais totalement, totalement. Il y a une personne qui était adoubée. Moi, je considère à titre personnel, je pense que ça a été un mauvais président pour la France, mais un grand président pour la diplomatie française. C'est Jacques Chirac. C'est un homme de droite. Il est adoré dans le monde arabo-musulman. Pourtant, c'était un homme de droite. Comment tu l'expliques? Pour plusieurs raisons. Chirac affirmait les valeurs de la France à l'international. Chirac est le dernier président qui fait que la France était un pays respecté dans le monde. Et pourtant, je ne suis pas chiracien. Je considère qu'en France, pour la France et pour les Français, ça a été un mauvais président. Mais on était respecté dans le monde. On avait une certaine aura. Quand la France tapait du poing sur la table, je prends pour exemple l'Irak, la France était écoutée, la France était respectée. Je considère que Nicolas Sarkozy est celui qui a fait le plus de mal à la France, avec la Libye notamment. Il a semé le chaos en Libye et il est responsable aujourd'hui de la situation, du terrorisme qui est aux portes de l'Europe, de la subversion migratoire. Il faut arrêter, nous, dans nos têtes d'occidentaux, de vouloir exporter et imposer notre modèle à des pays qui ont leur propre culture. On ne peut pas se revendiquer souverainiste et patriote, vouloir défendre notre culture, notre identité, notre patrie, nos valeurs, si on veut s'aborder celles des autres en imposant la nôtre. Chirac était un homme qui respectait tout le monde et qui était pourtant qui était écouté, qui avait une aura. Pour répondre sur la question des musulmans, je crois que en France, les seuls qui parlent aux musulmans de droits nouveaux, qui les placent dans une position de victime. Et les musulmans ne sont pas des victimes en France. Bien au contraire, ils ont les mêmes droits que tout le monde. En réalité, les musulmans dans ce pays ont les mêmes droits que tout le monde. Ben, c'est la France insoumise qui leur parle de droits nouveaux, qui leur dit que si demain elle est au pouvoir, les musulmans pourront faire ce qu'ils veulent, qu'il y a une violence endémique contre eux, qu'il y a une islamophobie de l'État. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme d'islamophobie. Si on fait de la sémantique, on ne peut pas mettre l'islamophobie au même niveau que l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est précisément la haine des sémites, donc des juifs. Il n'y a pas que les juifs qui sont sémites, mais précisément l'antisémitisme, c'est la haine du juif comme individu. L'islamophobie, si on fait de la sémantique, c'est la haine de l'islam. En France, le blasphème est autorisé. Vous avez le droit de détester l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Mais vous n'avez pas le droit de vous en prendre aux individus. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient islamophobes. Le terrorisme islamiste a frappé plusieurs fois ce pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais une grande partie des terroristes sont des musulmans et ont frappé au nom de l'islam. Il ne faut pas le minimiser. Ce sont peut-être des radicaux, mais ils ont quand même frappé au nom de l'islam. Ne le minimisons pas. Et s'il y a des gens qui ont une défiance vis-à-vis de l'islam en France, dans ce pays, ça s'explique. Et c'est normal. Par contre, je ne crois pas que les Français ont une haine des individus en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur sexe, de leur sexualité. Ça n'existe pas. Les musulmans sont souvent caricaturés. On assimile les musulmans à des radicaux, à des terroristes en puissance, etc. Ça met quand même dans le même sac des gens qui sont clairement extrémistes et aussi quand même une majorité de gens qui travaillent, qui vivent honnêtement, qui vivent tout à fait normalement, qui sont tout à fait intégrés. Comment faire pour finalement briser cette caricature qui est dangereuse parce que finalement elle amène à la guerre civile et pour valoriser et faciliter la vie de ceux qui se comportent normalement et qui sont tout à fait intégrés et en même temps se protéger des tendances les plus radicales, les plus fondamentalistes. Nous sommes en guerre contre cet entrisme, contre cet islamisme rampant qui dans nos rues tue, viole, déteste tout ce que nous incarnons, notre modèle occidental, déteste les femmes, déteste les athées, les apostats, les homosexuels et même les trans finalement, ce qui vient contrecarrer avec le discours de la France insoumise de ce monde qui va des woke aux musulmans. Mais moi je pense que pour libérer la France et l'Occident de l'islamisme, il faut d'abord que l'islam se libère de l'islamisme. Et comment faire ? Il est évident que tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Par contre, je ne connais pas le niveau de complaisance des uns et des autres. Comment faire ? Moi, je viens du territoire de Belfort. Il y a une région qui est limitrophe, 2 départements qui sont limitrophes. En l'occurrence, il y a l'Alsace,
avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et il y a la Moselle. Et il y a un concordat qui s'applique pour les cultes chrétiens et juifs, c'est-à-dire que prêtres et rabbins sont payés par l'État, sont des fonctionnaires de l'État. Moi, je pense qu'il faut nationaliser l'islam de France. Nationaliser l'islam de France, ça rimerait à former des imams en France, que l'État français les paye. Il y a sans doute des gens qui vont bondir, mais si l'État français paye les imams français, on stoppe l'influence et l'ingérence étrangère, on choisit les imams, on peut les révoquer et on peut surtout exercer un contrôle sur les mosquées. Moi, je pense que les mosquées radicales, il faut les démolir et les fermer. Par contre, il peut y avoir des mosquées qui peuvent s'inscrire dans les valeurs françaises et les valeurs de la République. Pour ça, nationaliser l'islam de France, donc gérer et contrôler le financement. La question qu'il faut poser aux Français, c'est voulez-vous lâcher quelques millions, mais pour qu'on exerce un contrôle complet sur cette religion qui aujourd'hui pose un problème. Il y a un problème avec l'islam en France car l'islam n'est pas régi. Ou alors continuer à laisser perdurer ce système et laisser des financements étrangers, laisser des ingérences, laisser des mosquées radicales se construire partout sur le territoire, laisser des gens se radicaliser et demain laisser ces gens nous tuer, nous agresser. Il faut qu'on reprenne le contrôle de l'islam dans ce pays. Il faut créer un vrai islam de France, pas l'islam du CCIF ou l'islam du Forif. Ça, c'est des conneries. Il faut créer un vrai islam de France et lui permettre de pouvoir avoir une pratique, mais une pratique en phase avec les valeurs de la France et de la République. Nationaliser l'islam de France pour qu'on puisse enfin le contrôler. Ça me fait penser d'ailleurs au modèle russe de l'islam. Pendant des années, les Russes, c'est différent, parce que nous, on est dans un modèle assimilationniste, alors que la Russie est plutôt dans un modèle de communauté, mais avec l'État au-dessus de tout. Je crois qu'en Russie, pendant des années, les Russes et les Tchétchènes se sont affrontés, et à un moment donné, le deal a été le suivant, avec les Tchétchènes. On arrête la guerre. Par contre, vous nous aidez à nous débarrasser des djihadistes, des islamistes. Les Tchétchènes sont une population musulmane. Vous avez des droits, vous pouvez pratiquer votre religion. Par contre, au-dessus de tout, il y a la Russie. Si demain la Russie est attaquée, il faudra prendre part au combat et défendre la Russie. Moi, je pense qu'il doit y avoir des Français musulmans et pas des musulmans français. La France, c'est notre drapeau, c'est notre histoire, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on a de plus précieux. Toutes les personnes, on peut être français indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion. Toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces valeurs doivent placer la France au-dessus de tout. On peut être français et chrétien, on peut être français et juif, et je crois même qu'on peut être français et musulman. Par contre, je ne crois pas qu'on peut être musulman et français. Il faut placer la France avant tout. Il n'y a pas d'incompatibilité avec la pratique de sa religion. Chez vous, faites ce que vous voulez, et dans la rue, vous confortez aux valeurs ancestrales de ce pays et à nos valeurs traditionnelles. Ne minimisons pas l'influence et le poids du catholicisme en France. Je considère que le catholicisme a bâti la France, c'est le catholicisme qui a construit la France. Donc je considère que la France est un pays chrétien, mais que la République est laïque. La France est chrétienne, mais la République est laïque. Le problème aussi, tu l'évoquais, c'est quelles valeurs la République et la France proposent on parlait des musulmans, mais on peut parler aussi des croyants, on peut parler aussi des catholiques, par exemple. Aujourd'hui, quand même, Emmanuel Macron est le premier président vraiment woke, quasiment, c'est quasiment assumé de sa part. Depuis d'ailleurs son premier mandat, on se souvient d'Emmanuel Macron recevant des groupes de trans pour la fête de la musique à l'Élysée, se félicitant de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques à Paris cet été, avec ce spectacle de la scène, et d'ailleurs, bien au-delà de ce spectacle, de tous les symboles de cette cérémonie qui étaient clairement dans le sens du wokisme. Et tu parlais il y a un instant du rejet de la prise de distance d'États comme la Turquie, l'Algérie, etc., et de l'affaissement de la France sur la scène internationale. Est-ce que, sur le plan national, vis-à-vis de la communauté musulmane ou d'autres communautés de croyants, comme sur le plan international, la première chose à faire, c'est pas finalement rompre avec ce wokisme qui en fait nous empêche de parler et nous éloigne d'un certain nombre de gens ou de pays? Oui, il faut rompre avec ce wokisme qui en plus génère des tensions diplomatiques. Nombre de pays, et même des pays musulmans, d'ailleurs beaucoup de pays musulmans, des pays chrétiens mais beaucoup de pays musulmans, sont insurgés devant la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron, oui, est le premier président. On ne peut pas le mettre dans la même catégorie que la France insoumise, mais c'est le premier président woke modéré. C'est une version woke modérée. La France insoumise, ce serait un wokisme assumé, avéré,
et radical. Je fais quand même la différence. Si demain la France Insoumise arrive au pouvoir, vous pourrez vous revendiquer plante. Peut-être que sur votre carte vitale, il y aura le numéro 9 qui symbolisera les plantes, et non le 1 ou le 2. On vivra dans un monde où les rapports hommes-femmes seront totalement déséquilibrés, désorientés. Ce sera la folie, dans le mauvais sens du terme. Donc, mais par-dessus tout, pour que la France retrouve sa respectabilité, que la France redevienne... moi, je pense que la France est toujours un grand pays. La France est un pays avec une grande histoire. La France est un pays avec un grand peuple. Venise, aussi petite soit-elle, a dominé le monde par la volonté de son peuple. La France, par la volonté de son peuple, demain, peut redevenir une très grande nation, une nation dominante. Mais il ne faut pas se leurrer. La France est aujourd'hui un État fédéré, Charles. Un État fédéré dans l'État fédéral. Emmanuel Macron a le même pouvoir que, je sais pas, que le gouverneur du Michigan, le gouverneur du Nevada ou de l'État de New York. C'est-à-dire qu'il est le gouverneur et le vrai président de ces États-Unis d'Europe, c'est Ursula von der Leyen. Alors justement, toi, dans ton identité, il y a aussi le souverainisme qui te tient vraiment à cœur. Oui, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi, finalement, le souverainisme est redevenu plus que jamais d'actualité, selon toi? Déjà, qu'est-ce qu'un État souverain? Un État souverain, c'est une entité politique qui exerce l'autorité sur son territoire, qui peut exercer l'autorité sur son territoire. C'est-à-dire toute l'autorité, sa politique monétaire, son armée, sa défense, son école, son administration, qui peut se gérer de manière totalement autonome. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on aura quelques prérogatives en matière de défense, mais je pense que demain, on aura une armée européenne et ce sera dramatique. Mais aujourd'hui, la politique monétaire est transférée à Bruxelles. La France ne peut pas négocier de traités internationaux sans l'accord de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a la primauté du droit communautaire sur le droit national. C'est-à-dire que si demain, la Commission européenne décide d'une règle qui est complètement aux antipodes de nos valeurs, et on le voit avec le Mercosur en ce moment, on sera obligé de l'appliquer, de l'adapter dans notre droit national, contrairement à un État souverain qui pourrait décider de ne pas appliquer une loi ou de l'appliquer seulement dans l'intérêt de son peuple. Or, aujourd'hui, un État fédéré, c'est un État qui a quelques pouvoirs. On a un peu de pouvoir, c'est vrai, en matière de police, en matière d'éducation, mais il n'y a aucune différence entre la Californie et la France. Et moi, j'ai toujours été très souverainiste, parce que le souverainisme, c'est l'identité d'un peuple, c'est la défense de nos valeurs, c'est notre histoire. La France, il n'y a pas si longtemps, était un pays qui comptait, un pays leader. Il y avait des pays avec qui nous étions amis, des pays avec qui nous entretenions d'excellentes relations. La France comptait, je pense à tous les pays arabes, tous les pays africains, avec qui hier on avait de bonnes relations, à la fois des relations bilatérales sur l'armée, des relations économiques saines, des relations apaisées, parce que ces pays nous respectaient, parce qu'on les respectait. Mais Emmanuel Macron, c'est quand même le naufrage diplomatique. Il aura quand même réussi un exploit. Bon, on s'est réconcilié avec le Maroc dernièrement, mais il aura réussi l'exploit de se fâcher à la fois avec l'Algérie et le Maroc. Tout ce qu'il nous restait de plus précieux, nos responsables politiques sont en train de le saboter. Et enfin, le souverainisme, je ne sais même pas pourquoi on a des débats aujourd'hui sur est-ce qu'il faut être souverainiste ou pas. Ça va de soi. Un pays doit être souverainiste. La souveraineté d'un État doit être exercée. Parce que le peuple français, la France est un vieux pays. La France est un vieux pays. C'est un pays qui a dominé le monde. C'est un pays qui a façonné le monde. C'est un pays qui a changé le cours de l'histoire et qui a changé le monde. Alors, dans la mouvance souverainiste, pour entrer un peu plus dans le détail, il y a des souverainistes intégraux, comme François Asselineau, qui prônent la sortie de la France de l'Union européenne via l'article 50. Et puis, il y a, je dirais, le positionnement, par exemple, du Rassemblement national, qui, lui, est plus sur une réforme des traités, sur une réforme de l'Union européenne. Qu'est-ce que toi, tu considères comme possible et souhaitable? Je ne sais pas, je me questionne beaucoup sur ces questions, surtout en ce moment. Je ne sais pas si le Frexit, ce serait une solution, pour deux raisons. Déjà, est-ce que
Est-ce que déjà, si demain nous faisions un référendum ou nous organisions les conditions démocratiques, une consultation citoyenne, je ne sais pas si les Français voudraient sortir de l'Union européenne. Je pense qu'une majorité de Français est quand même bloquée dans cette idée, à force de propagande, à force de travail depuis des années, depuis 92 notamment, veut peut-être rester dans l'Union européenne, peut-être par manque d'informations. Mais je crois que ce serait quand même un scrutin qui serait assez serré. Je ne sais pas si c'est la bonne solution ou pas. Quant au Rassemblement national, ils ont fait évoluer leur politique du temps de Florian Philippot, lorsqu'il était vice-président du Front National, qui n'était pas encore le Rassemblement national. Il y avait dans le programme de Marine Le Pen, en 2017 et même en 2012, l'idée d'un Frexit, de sortir de l'Union européenne. Pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de quitter l'OTAN. L'OTAN, cette alliance militaire, elle nous entraîne vers une guerre généralisée dans laquelle on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'aller, pardon. Regardons ce qu'il se passe en Ukraine, par exemple. Et je vais répondre à mes camarades, à des amis qui sont de droite, avec qui je peux avoir des débats, qui me disent que l'OTAN, c'était aussi une idée de De Gaulle. Lorsque De Gaulle parlait de l'OTAN, De Gaulle était favorable à l'OTAN pour une raison, puisqu'il pensait qu'en fait, l'OTAN allait s'autodétruire et s'auto-effondrer après la chute du mur de Berlin, après le front communiste de l'Est. Or, l'OTAN a perduré et toute la souveraineté militaire a été transférée aux États-Unis. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'être les toutous des Américains? Non. Est-ce qu'on a envie d'entraîner dans des guerres qui ne nous concernent pas? Non. Évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est un scandale. Poutine a dépassé les limites. Par contre, c'est un vieux conflit. Le conflit n'est pas né il y a 3 ans. C'est un conflit territorial qui dure depuis de nombreuses années. C'est un conflit complexe. C'est un conflit très complexe. Pour revenir à l'Union européenne, je pense que la meilleure solution doit être la solution qui va dans l'intérêt de la France. Peut-être que dans un premier temps, là, actuellement, on pourrait prôner la désobéissance. On est la France à un moment donné. Nous sommes la France, merde. Si demain la France décide de désobéir à l'Union européenne, il se passe quoi? Il ne se passera rien du tout. On ne peut pas museler la France. On ne peut pas museler l'Allemagne d'ailleurs non plus, car l'Allemagne et la France sont les deux moteurs de cette Union européenne qui nous conduit dans le mur. Il y a des petits pays, je crois que c'est les Pays-Bas, qui refusent de respecter certains traités, notamment en matière d'immigration. Voir comment ça se passe. Si on peut renégocier, s'il y a une possibilité de renégocier cette union, de renégocier des accords, s'il y a une possibilité de réaffirmer et d'inscrire dans le marbre que la souveraineté des États doit primer sur la souveraineté de cet État fédéral, puisque l'Union européenne est un État fédéral. Si c'est possible, alors oui, on peut rester dans cette union. On peut faire une Europe des nations. Si ce n'est pas possible, moi je crois que ce n'est pas possible. Je pense que ce n'est pas possible, alors il faudra en sortir. Il n'enlève en rien qu'on pourra continuer à faire du business avec les Allemands, qu'on pourra continuer à faire du business avec les Italiens, avec les Espagnols, avec tous les membres actuels de l'Union européenne. Car ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que si la France décidait de quitter l'Union européenne, il n'y aurait plus d'Union européenne. Ce serait une implosion de l'intérieur, car la France est aujourd'hui le moteur de cette Union européenne. Mais la question doit se régler démocratiquement. Toi, tu observes, tu interviens souvent sur C8, sur CNews. Je l'ai dit en préambule, tu es journaliste. Comment est-ce que tu considères l'évolution du paysage médiatique et de la liberté d'expression depuis quelques années? Mal. Mal. La liberté d'expression va mal dans ce pays. On ferme une chaîne de télévision. L'une des premières choses, et je pèse mes mots, la France n'est pas une dictature, je pèse mes mots. Bien qu'il puisse y avoir parfois des semblables ou des semblants, la France n'est pas une dictature. Mais je rappelle tout de même que la première chose qu'il se passe dans les dictatures, lorsqu'un régime autoritaire se met en place, c'est l'autodafé. L'autodafé, c'est la destruction des écrits. C'est la destruction de tout ce qui va dans l'intérêt et dans la culture, dans l'élévation intellectuelle du peuple. Fermer une chaîne de télévision, c'est fermer la culture. Et c'est en plus fermer la première chaîne de la TNT. Il faut aussi penser à Énergie 12, qui est une chaîne qui avait son public. On ne peut pas fermer des chaînes de télévision par une décision totalement arbitraire. Ce qu'on reproche à C8 est totalement infondé. Et pour preuve, C8 a eu à de nombreuses reprises a eu des amendes de l'Arcom, de cette autorité de régulation, dite indépendante, mais dont tous les commissaires, tous les membres sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est toutes ces agences françaises où on recale les déçus de la politique et les copains et les copines. C8 a une amende parce qu'une marque est apparente à l'écran. À la télévision, vous n'avez pas le droit de faire apparaître des marques. On accuse C8 d'avoir fait un placement de produit dissimulé, d'avoir mis une marque. Soit.
Quotidien, qui est une émission que je ne regarde pas, mais qui a son public et elle doit continuer à exister, a toutes les semaines une séquence sur la mode. Toutes les semaines, des marques apparentes. On prononce les marques et on les affiche à l'écran. N'a pas d'amende. Il y a un 2 poids 2 mesures. Et je pense, on ne va pas se leurrer, la personne qui dérange, c'est Cyril Hanouna. C'est une décision précisément contre Cyril Hanouna, contre le premier talk show de France. En 2024, les Français n'en avaient plus les moyens. En 2025, encore plus, les Français n'avaient plus les moyens d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de sortir au restaurant. Le seul loisir qu'il leur reste le soir, c'est de regarder la télévision. Pourquoi TPMP, ça cartonne? C'est un espace de divertissement libre. Il y a du débat. Il y a de la déconnade, Cyril Hanouna appelle ça de la darka. Il y a de la darka, il y a de la déconnade, il y a du divertissement, il y a du débat, il y a de l'information. C'est le premier talk show de France. Il ne faut pas s'interroger sur pourquoi c'est le premier talk show de France ou pourquoi il fait de telles audiences. C'est un constat, c'est clair. Il y a un public, il y a tous les soirs des gens qui allument leur télévision, qui attendent ce talk show pour se divertir. Au-delà de la personnalité de Cyril Hanouna, à ton avis, qu'est-ce qui dérange on parle de l'Arcom, mais on parle aussi d'un certain nombre de médias qui ont Cyril Hanouna, C8 et le groupe Bolloré dans le viseur. Oui. Qu'est-ce qui, sur le fond, dérange ces gens-là? Qu'est-ce qui n'a pas été pardonné à Cyril Hanouna et à C8? Le groupe Bolloré a fait beaucoup de bien à la télévision, au monde de l'audiovisuel. Pourquoi CNews, par exemple, est aujourd'hui la première chaîne d'information de France? Parce que CNews parle vrai, CNews parle aux Français, CNews leur montre la réalité. Tous les jours, CNews est sur le terrain. CNews parle aux Français de ce qui intéresse les Français, des problèmes du quotidien. Et je pense que ce qui agace, et on va prendre l'exemple de Crépol, lorsque ce pauvre Thomas s'est sauvagement fait tuer au bal de Crépol, on a Patrick Cohen qui avait fait sur France 5 un édito, un horrible édito, quelque chose de dégueulasse, quelque chose de totalement mensonger. Et je pense que ce qui agace toute cette classe médiatique, toutes ces personnalités qui ont dominé le monde médiatique pendant des années, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole du récit. Pendant des années, ils avaient le monopole du récit. Ils pouvaient dire n'importe quoi, il n'y avait pas de vérification. Vous pouviez mettre 3 chaînes de télévision, le discours était le même. Là, avec CNews, le discours n'est pas le même. On parle aux Français de ce qui les concerne. CNews, aujourd'hui, avec ses journalistes, a la possibilité d'influer sur le débat public. Lorsque CNews met un sujet, le matin à l'antenne, on en parle tous les jours et toute la semaine. Alors qu'avant, il y avait des sujets qui étaient prédéfinis, tout le monde parlait pareil, ils avaient le monopole du récit. Et ça bouscule les codes. Et je pense que ces gens-là n'étaient pas prêts à un tel bousculement. Mais si CNews, la première chaîne d'info de France, et que C8 est la première chaîne de la TNT, c'est qu'il y a des raisons. C'est l'honnêteté vis-à-vis du téléspectateur. L'honnêteté vis-à-vis du téléspectateur. Ce que vient chercher le téléspectateur, pour CNews, c'est une information claire. Pour C8, c'est du divertissement. C'est l'honnêteté. Et je crois que ça agace ces malhonnêtes de l'Arcom. Il y a quand même aussi, dans l'émission TPMP, une certaine diversité. Oui. Puisque ce qui est reproché aujourd'hui, finalement, à Cyril Hanouna, c'est la séquence avec Louis Boyard. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer Bolloré. Qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. On n'a pas eu de danser sur l'affaire. Mais Louis Boyard, pendant des années, a émargé comme chroniqueur de l'émission TPMP. Je n'ai pas pour habitude de cracher dans la main qui m'a nourri. Et dans votre média, dans Omerta, moi je veux remercier Cyril Hanouna pour la chance qu'il m'a donnée. Très jeune, il m'a mis à l'antenne. Il m'a permis de faire de la télévision. Moi, j'ai précisément voulu faire de la télévision parce que plus jeune, en rentrant du collège, en rentrant du lycée, je regardais TPMP. L'un de mes rêves, c'était de travailler avec Cyril Hanouna. Et je veux l'en remercier. Et ce qu'a fait Louis Boyard ce soir-là, sur le plateau de télé de Cyril Hanouna, c'est précisément de cracher dans la soupe. C'est d'insulter Vincent Bolloré. Il était bien content de recevoir son cachet de, je crois, autour de 500... c'est le cachet, quand vous faites Touche pas mon poste, vous gagnez en moyenne 500 € par émission. Avant d'être député. Avant d'être député, il gagnait en moyenne 500 € par émission lorsqu'il venait. Il est arrivé sur le plateau, il a fait son happening, il a voulu faire le show, sa séquence, et il a craché dans la soupe. Pour toi, c'était prémédité Oui, c'était totalement prémédité. Mais par honnêteté intellectuelle, Cyril Hanouna n'avait pas à réagir comme ça. Il n'avait pas à réagir comme ça, et il l'a dit. Il a fait son mea culpa. Il a fait son mea culpa. Mais Louis Boyard
est arrivé sur le plateau, a fait sa séquence, avait préparé son moment. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un de très honnête, de très franc. Et je pense qu'il ne l'a pas supporté sur le moment. Parce que Cyril Hanouna est quelqu'un qui était ami avec Louis Boyard, qui était pote avec lui. C'est quelqu'un qui... Cyril Hanouna a fait travailler Louis Boyard. Il y a la vie politique, il y a la vie médiatique, mais il y a l'humain, il y a les amitiés. Et ce qu'a fait Louis Boyard, c'est scandaleux ce soir-là. Venir, insulter, cracher, insulter Bolloré, arriver comme ça sur le plateau pour faire sa séquence, c'est honteux. La décision de l'Arcom, oui, Cyril méritait d'être sanctionné. Il l'a lui-même dit, il méritait d'être sanctionné. Mais une amende de 3 millions d'euros, c'est complètement démesuré. C'est complètement de la démesure. Personne ne mérite une amende de 3 millions d'euros pour un clash sur un plateau TV. Un député, c'est une personne dépositaire de l'ordre public en droit français. Si vous insultez un député, enfin, c'est pas une personne dépositaire de l'ordre public, mais vu qu'elle a un mandat, vous ne pouvez pas insulter un député. Si vous insultez un député dans la rue, à tout casser, je pense que vous allez avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Mais il n'était pas encore député. Il était déjà député au moment où il y a eu la séquence sur le plateau de TPMP. Où il y a eu le clash. Ouais, où il y a eu le clash, il était déjà député. Mais personne n'a une amende de 3 millions d'euros parce qu'il a insulté un député. Et personne ne devrait avoir insulté un député. Mais personne n'a une amende de 3 millions d'euros. C'est un acharnement. Et puis la fermeture de C8, c'est la conclusion de cet acharnement depuis plusieurs années, de cette personnalité qui dérange, qui est Cyril Hanouna. Mais il dérange parce qu'il est numéro 1. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ces deux salles, deux ambiances. Et, TPMP et C8 qui sont sanctionnés au-delà de tout ce qu'on n'a jamais vu. Et puis de l'autre côté, vous avez France Inter, des radios de service public ou des médias sursubventionnés comme Franc-Tireur qui n'ont absolument jamais aucune remarque et aucun problème. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. On fait souvent un procès à... Je suis quelqu'un de très honnête, on peut en parler. On fait souvent un procès à C8, même à CNews, de ne pas recevoir des personnalités de gauche. Alors déjà, c'est faux. C8, CNews invite tout le monde. Mais quand vous avez Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui qui s'appelle les écologistes, qui sont des pastèques, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur, qui décident de faire un communiqué et de dire « Nous ne viendrons plus dans les émissions de Cyril Hanouna ». Comment on fait pour le décompte de l'Arcom? Comment on fait? Vous avez une obligation de pluralisme. Si ces gens vous boycottent et ne veulent plus venir sur le plateau, on fait quoi? On supprime l'émission, on arrête l'émission parce qu'on ne peut pas faire respecter le pluralisme. On fait comment? Bah écoutez, il faut à un moment donné apporter des solutions. Ces gens ne veulent plus venir. Or, moi, je le vois, je connais les gens qui travaillent à la rédaction de Touche pas mon poste. Tous les jours, il y a une conférence de rédaction, il y a le rédacteur en chef de l'émission, il y a les journalistes, les programmateurs qui appellent tout le monde pour essayer de respecter l'équilibre sur le plateau. Mais ces gens ne veulent plus venir. Mais sur le plateau de Touche pas mon poste, on a Gilles Verdez, qui est mon ami, qui est la personne avec qui, humainement, je m'entends le mieux sur le en dehors de l'émission. Dans l'émission, on a de gros clashs, mais humainement, c'est une personne formidable, Gilles Verdez. Gilles Verdez est clairement très à gauche. On a moi qui suis plutôt une personne, je suis plutôt de droite, j'incarne plutôt cette mouvance souverainiste. On a Valérie Benaïm, Géraldine Maillet qui incarne plus un centre, Benaïm plutôt un centre-gauche, Géraldine Maillet plutôt un centre-droit, macroniste. Guénolé aussi. Thomas Guénolé qui est récemment arrivé, qui est quelqu'un de très à gauche. On a Guillaume Janton qui est plutôt attrape-tout, qui est le plus... On a Raymond qui était chauffeur-livreur, qui incarne un peu cette classe politique gilet jaune, mais du début des gilets jaunes, c'est-à-dire cette classe, ces Français qui travaillent dur, ces Français qui sont en difficulté, car les Français aujourd'hui n'arrivent plus à vivre avec ce qu'ils gagnent. L'équilibre est parfaitement respecté. Simplement au niveau des invités, et même au niveau des invités, l'équilibre, les gens qu'on invite, l'équilibre est respecté. Les gens qui viennent, c'est autre chose. De toute façon, on observe de la part notamment de l'extrême gauche, que tu disais, c'est que même chez nous, au Omerta, on a lancé plusieurs fois des invitations à des parlementaires de la France Insoumise ou du Nouveau Front Populaire. Et en off, ils nous disaient qu'ils seraient ravis de venir, mais simplement, la direction de la communication du parti leur interdisait de se rendre en plateau chez nous pour faire des interviews. D'ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, mais des interviews honnêtes et dans un climat serein et on peut dire aussi bienveillant, même si on n'est pas d'accord. Les conditions de travail sont toujours bonnes, et, y compris sur TPMP, il n'y a pas de... Mais moi, je vais partout où l'on m'invite. Je pense qu'on doit débattre partout. On doit débattre partout et avec tout le monde. Je suis également chef du service politique du magazine Entrevue. Entrevue, c'est un magazine qui a été racheté par Omar Harfouch.
qui est un homme qu'il faut saluer. C'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. C'est un entrepreneur, c'est un pianiste, c'est une personne d'une très très grande qualité. Franco-libanais. Un franco-libanais d'une très très grande qualité. Vraiment quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Un très très grand monsieur. Omar Harfouch, quand il a resté Entrevue, il a constitué une petite équipe autour de lui, dont moi. Il m'a chargé de recruter quelques journalistes, de développer le magazine, de développer le site web avec un rédacteur en chef, un très bon rédacteur en chef d'ailleurs, qui est Jérôme Goulon. Et on a structuré un média dans lequel tout le monde peut s'exprimer. On considère que toutes les vérités sont bonnes à dire. Omar Harfouch, sa seule consigne, c'était raconter le monde dans lequel vous vivez, sans détour. Il faut donner la parole à tout le monde. Droite, gauche, extrême gauche, centriste, ça ne nous intéresse pas. Si vous avez quelque chose à dire, venez le dire. Si la gauche, le matin, fait quelque chose de négatif, on le dira. Si la droite fait quelque chose de négatif, on le dira. S'il y a quelque chose de bien, il faut également le dire. Et c'est ça ma conception de la liberté d'expression. Tout le monde peut s'exprimer. Par contre, la responsabilité des journalistes, c'est de raconter le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas d'inventer des choses, de vouloir prendre des biais idéologiques ou de refuser de venir, de faire de la censure. Il faut débattre de tout et avec tout le monde. Je pense qu'on peut parler de tout avec tout le monde si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Alors avec Jérôme Goulon et Omar Harfouch, comment est-ce que vous avez fait évoluer ce magazine Entrevue ? Entrevue, c'est ce grand magazine phare de la fin des années 90, du milieu de l'année 2000. Magazine à la fois People, Actu Média. Un magazine de scandale, un magazine pour lequel une Miss avait été déchue de son titre, un grand magazine, et qui avait été fondé par Thierry Ardisson. Quand Omar Harfouch a racheté le magazine, je disais qu'on a fait totalement évoluer la ligne. Aujourd'hui, on a fait un magazine, un média de société. Aujourd'hui, on parle de tout. On a un gros volet politique, qui pilote le service politique. On parle toujours du people, de l'actu média, on parle de sport. Parmi nos grands journalistes, c'était Jérôme, on a beaucoup de journalistes, on a Thibaut Vézirian qui pilote les pages sport. On est devenu un vrai magazine sociétal, un média sociétal. On parle de tout aujourd'hui. Entrevue, c'est devenu un portail d'information. On a une information toutes les 20 minutes à peu près sur le site. On a toute la journée des informations qui tombent, des informations totalement généralistes sur la France et sur le monde. Et notre ligne éditoriale, c'est toutes les vérités sont bonnes à dire. Alors on mettra tes réseaux sociaux en lien de la description de cette vidéo, mais est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver finalement, où est-ce qu'on pourra te retrouver en 2025 ? Déjà tous les jours sur le site web d'Entrevue, entrevue.fr. On peut me retrouver parfois à la télévision, sur les plateaux de Cyril Hanouna, sur C8, parfois à la radio, sur Europe 1, et sur les plateaux de CNews. Après, on peut me retrouver également sur les réseaux sociaux. En 2025, j'ai un projet, je suis en train de travailler sur ce projet avec mes équipes. On va développer les streams. On a envie de faire des streams, du stream politique, s'attaquer à la plateforme Twitch, avec des rediffs sur YouTube. On a envie de faire du stream politique. Je trouve que la gauche est en avance sur la manière de communiquer. Et j'ai découvert deux mecs pendant les vacances. J'étais à Belfort. Pendant les vacances de Noël, il faisait très froid à Belfort. Et la journée, j'étais sur YouTube, je surfais sur Internet. Et j'ai découvert deux mecs qui s'appellent Dany et Raz. Deux qui sont les plus gros streamers politiques en France. Et en fait, ils ont une manière de vulgariser, une manière de débunker l'information. Je trouve ça génial. Avec une ligne qui n'est pas la mienne. C'est des gens de gauche, c'est des woke, c'est des déconstructeurs. Mais je trouve ce format, cette nouvelle manière de faire de l'actualité formidable. D'ailleurs, Samuel Etienne est en train de réduire toutes ses activités télé, ses activités dites mainstream, pour aller sur du stream et aller sur du live. Tous les matins, Samuel Etienne sur Twitch, et je regarde ça depuis quelques jours, fait une revue de presse. Et en 2025, avec mon équipe, on est en train de travailler sur ça. Et avec Entrevue, toujours la radio et la télé. Radouane, merci d'être venu. Excellente année 2025 à toi. Chers auditeurs, encore tous nos meilleurs vœux. Et n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux de Radouane et de vous procurer le dernier magazine d'Omerta en vente partout en France. À bientôt.